Bismillahirrahmanirrahim. Salam alaikum. Donc on va commencer le premier chapitre de rhéologie, aperçu général des géomatériaux et leur rhéologie. Donc la première partie est dans à peu près je vais faire une demi-heure sur YouTube. C'est-à-dire s'il y a des questions, n'importe. Donc lors de notre rencontre universitaire, vous allez les poser. Donc on va commencer par un aperçu général. Je vais vous donner les slides. Aperçu général des géomatériaux et leur rhéologie. Donc le plan du cours, une introduction, rappel sur les mécaniques des milieux continus, état de contrainte de cas particuliers, les essais mécaniques et les lois de comportement, comportement rhéologique des géomatériaux, théorie unidimensionnelle des modèles analogiques, et enfin on va faire deux modèles analogiques très connus. Donc la rhéologie, c'est un mot inventé, c'est un mot grec, donc qui veut dire écoulement, c'est l'écoulement de la matière. Devant l'impuissance de la théorie de l'élasticité et de la mécanique des fluides à décrire et à expliquer les propriétés des matériaux, au comportement mal défini et intermédiaire entre celui du solide et l'élastique parfait, où les contraintes sont proportionnelles aux déformations, et celui des fluides newtoniens, où les contraintes sont proportionnelles à la vitesse de déformation. Donc il est apparu nécessaire d'élaborer cette nouvelle discipline. Donc il y a un type de matériau qui est ni parfaitement solide, ni parfaitement fluide, il est entre les deux. C'est pour cette raison, c'est-à-dire qu'il y a eu cette nouvelle discipline, cette science qui est la rhéologie, qui traite l'écoulement du matériau ou bien le comportement de ce type de matériau sous l'effet de contraintes. Donc les études expérimentales s'attachent à mesurer les propriétés de l'écoulement des matériaux, tandis que les approches théoriques cherchent les équations constitutives reliant les contraintes aux déformations. Donc il y a une liaison, donc il y a toujours un travail en parallèle, donc la théorie avec l'expérimentation pour avoir c'est-à-dire une discipline entière. Pour mieux comprendre c'est-à-dire ce module, il vous faut un prérequis, donc un bagage. Il faut avoir une connaissance sur la mécanique des milieux continus, ce que vous avez c'est-à-dire étudié l'année passée en MMC. Pour cette raison, je vous ai fait un petit rappel dans ce cours, et je vous donne même sur la plateforme de l'université, au niveau de mon cours de rhéologie, vous aurez un petit ouvrage appelé Mécanique des milieux continus pour vous rappeler, ou bien pour, c'est-à-dire s'il y a quelque chose qui n'est pas bien comprise, donc vous pouvez c'est-à-dire vous appuyer sur cet ouvrage. Donc le concept de milieu continu est une modélisation physique macroscopique, donc à la grande échelle, issue de l'expérience courante. Dans la formulation mathématique classique de ce concept, un système mécanique est représenté par un volume oméga en général. Un système, on prend le grand système oméga au niveau différentiel de particules d oméga. Donc à partir d'une petite particule, je vous ai toujours dit que c'est-à-dire n'importe quelle science, donc elle s'appuie ou bien se base sur la petite particule, et ensuite on va généraliser par c'est-à-dire la généralisation mathématique. Donc je ne vais pas entrer dans les détails. Donc résoudre un problème d'élasticité, c'est de déterminer le vecteur déplacement en tout point de la structure, ce qui pour un solide en 3 dimensions représente les 3 inconnus du champ de déplacement. Donc on a besoin premièrement du vecteur déplacement U, V et W, tout ça est connu. Donc déterminer le tenseur de déformation en tout point de la structure, ce qui donne les 6 inconnus du champ des déformations notés epsilon, donc la matrice ou bien le tenseur des déformations epsilon x, donc 3 fois 3, donc la dimension 3. Déterminer le tenseur de déformation en tout point de la structure, ce qui donne les 6 inconnus du champ des déformations, ou bien, je m'excuse, des contraintes ici, et non pas de déformation, c'est des contraintes. Donc ce qui nous fait un total de 15 inconnus. Donc on a des inconnus. C'est-à-dire toute étude ou bien toute science, son objectif c'est quoi? C'est de déterminer les inconnus. Donc il faut avoir, c'est-à-dire il faut savoir ce qu'on a entre les mains et ce qu'on a comme inconnu à déterminer. Donc comment, c'est-à-dire c'est pour cette raison qu'on va faire cette science, bien qu'on va faire cette simulation pour avoir c'est-à-dire pour pouvoir déterminer les inconnus qu'on a. Donc
il faut bien, c'est-à-dire déterminer, ou bien il faut, c'est-à-dire savoir, c'est-à-dire, c'est-à-dire les inconnus qu'on a pour pouvoir les déterminer. Donc on a 15 inconnus à déterminer. Cette analyse se fait grâce aux équations de base de la théorie de l'élasticité linéaire. Donc on va voir ce qu'est, c'est-à-dire l'élasticité linéaire qui est basée sur la loi de Hooke. Donc on a parlé de ça, c'est-à-dire durant l'année, c'est-à-dire l'année passée dans le cours de la résistance des matériaux. Donc dans le cadre des petites déformations. Donc ces équations proviennent de différentes relations que sont celles qui lient les déformations au déplacement ainsi que les relations contraintes-déformation. Donc on a deux types de relations, bien d'équations. Il y a des équations reliant les déformations au déplacement. Et il y a d'autres équations qui relient les contraintes aux déformations. Donc nous avons les relations de compatibilité qui lient les déplacements donc, aux déformations. Donc on a ces... Vous remarquez qu'il y a trois déformations longitudinales et 3 déformations transversales. Tout ce qui est epsilon, c'est des déformations longitudinales, donc ils sont liés directement au déplacement du, dx, donc selon une seule direction. Mais les déformations transversales se font selon deux directions, donc c'est la dérivée de deux déplacements, c'est-à-dire par rapport aux deux axes. Donc il y a en total 6 inconnus. La loi de comportement ou bien la loi de Hooke qui lie le tenseur de contrainte, tenseur de déformation, elle s'écrit. Donc cette écriture, c'est une écriture, c'est-à-dire générale. Donc on connaît tous la loi de Hooke qui lie les déformations, la contrainte, la déformation. Donc c'est sigma égale à epsilon fois E. Mais cette écriture, elle est très simplifiée. C'est-à-dire l'écriture ou bien la loi générale, c'est cette écriture. Donc sous format matriciel ou bien, c'est-à-dire l'écriture tensorielle. Donc, sigma et epsilon sont respectivement tenseurs de contrainte et déformation. Et H, c'est la matrice qui définit le comportement du solide et des points du milieu. Donc, selon le type de solide, le milieu, c'est-à-dire le milieu, c'est-à-dire où l'on étudie, donc ça diffère. Donc, on a le H égale à quoi? C'est H epsilon, sigma et HT. C'est quoi H sigma et HT? Donc, on peut les avoir par ces formules. Donc le H sigma, c'est une matrice égale à E sur 1 moins mu au carré fois 1. Donc toutes ces données, c'est des propriétés intrinsèques de chaque matériau. Donc chaque matériau, il a son module d'élasticité E et il a son coefficient de Poisson nu. Et le HT, c'est G, parce que ça, c'est transversal. C'est pour cette raison. Il est lié au module d'élasticité transversale. Donc, c'est pour cela, il s'appelle HT. Donc, c'est G fois la matrice identique. G égale, il est lié, donc le module d'élasticité transversale est lié au module d'élasticité ou bien le module de l'angle par cette formule. Donc toutes ces formules, vous devez les apprendre pour, c'est-à-dire pour mieux avancer et pour mieux comprendre et pour, c'est-à-dire savoir les appliquer dans la rhéologie. Nous avons en général ici une matrice de 6 x 6 qui lie les contraintes aux déformations. Donc contraintes, déformations, on a les contraintes sigma x, y, et zz, c'est les contraintes longitudinales et les contraintes transversales ou bien de cisaillement. Les contraintes de cisaillement. Donc, elles sont liées par cette matrice fois le vecteur déformation. Donc, ces déformations, c'est les déformations longitudinales et tout ce qui est entre donc, deux axes, c'est la déformation transversale. Donc, on peut dire yz ou bien gamma. Donc, lorsqu'on trouve gamma, c'est la même chose comme yz. Donc, l'essentiel, c'est ces indices. C'est ces indices qui nous indiquent est-ce que c'est une déformation longitudinale ou bien une déformation transversale. Donc les équations d'équilibre aussi sont très importantes. Donc ces équations, nous les avons utilisées l'année passée, mais c'est-à-dire sans avoir cette écriture générale, c'est dans la résistance des matériaux pour calculer les réactions d'appui. Donc on a appliqué cette formule. Donc on a la somme des forces par rapport à, c'est-à-dire selon un axe égal à 0. Donc on pourrait avoir les réactions, mais on n'avait pas les contraintes. Donc il n'y avait pas de contraintes parce que les contraintes sont des efforts internes. Donc dans le calcul des réactions, on avait seulement les réactions externes. C'est pour cette raison qu'on n'a pas écrit toutes ces formules, mais ça c'est l'écriture générale des équations d'équilibre selon les trois axes x, y et z. Donc F,
En général, ça c'est l'écriture matricielle, on peut les écrire telles qu'elles sont. Donc la divergence de sigma transposé de la matrice T plus le vecteur force, donc le sigma ij. Donc ça, lorsque j'écris ça, c'est l'écriture indicielle. Donc la composante sigma dans la ligne I et la colonne J, c'est ça. Étant les composants du tenseur de contrainte et Fy, y et Fz les composantes du vecteur chargement dans un vecteur cartésien X, Y et Z. Donc ça c'est en général. Je vous ai mis, c'est-à-dire à la fin, un petit résumé sur toutes les relations dans la mécanique des milieux continus. Donc ces formules, je vous conseille de les apprendre parce que c'est très important. Il faut avoir, c'est-à-dire il faut les avoir dans vos bagages. Donc le E, le nu, le K, tout ça, donc c'est le coefficient de compressibilité, le G, tout ça, vous aurez, c'est-à-dire vous aurez besoin. Il faut les apprendre pour, c'est-à-dire pour les appliquer, pour les utiliser au cours c'est-à-dire le cours, donc au moment, c'est-à-dire de ce cours, le cours de rhéologie des sols, on aura besoin de ces formules pour les appliquer. Donc, état de contrainte des cas particuliers, j'ai essayé de vous résumer quelques cas particuliers, surtout qu'on aura, c'est-à-dire qu'on les aura dans la géotechnique. C'est des cas particuliers très très connus. Donc, je vous ai fait un petit rappel ou bien un petit résumé. Avant de les entamer, donc, il y a une petite révision sur les contraintes et les déviateurs et tout. Donc, on a un polynôme caractéristique de P, c'est le déterminant de sigma moins le gamma I, sont les invariants du tenseur des contraintes. Ça, en général, ça donne les coefficients du polynôme caractéristique. Donc, le premier invariant est la contrainte moyenne définie par sigma M. Donc, c'est la moyenne de la trace. La moyenne de la trace d'une matrice, c'est quoi? C'est la somme de sa diagonale, la somme des composantes diagonales. Donc, la moyenne, c'est, puisqu'on a une matrice de 3 dimension 3, donc la moyenne c'est la somme sur 3. Donc en contrainte principale, si c'est quoi les contraintes principales? Donc on appelle contrainte principale lorsqu'on a une matrice où on n'a pas les contraintes transversales sont nulles. Donc tout ce qu'on a, c'est les contraintes qui sont en diagonale, on les appelle des contraintes principales. Donc le second et troisième invariant s'exprime en fonction du déviateur de contrainte S. Ça, c'est l'écriture ou bien le symbole d'un déviateur égale à quoi? Égale à la matrice de contrainte moins la moyenne, la contrainte moyenne fois I. Donc I, c'est la matrice identique. Donc le terme sigma M fois I est appelé c'est la partie sphérique du tenseur des contraintes et S, c'est la partie déviatorique. Donc vous remarquez que chaque tenseur de contraintes, donc il est superposé, donc il y a une partie sphérique et une partie déviatorique. Donc ça, c'est l'écriture du sphérique et du déviatorique. Donc on a les J, sont les second et troisième invariants du tenseur. Donc je vous ai donné même les termes de J2 et J3. Tout ça, c'est un petit rappel on aura besoin de ça, surtout dans l'état, donc le comportement plastique. Donc je pense que c'est le troisième chapitre. Si j'écris ces formules et les formules précédentes sous format matriciel, on aura cette écriture en général. Donc on commence par le premier état de contrainte, l'état de tension. Tension, c'est la traction ou compression hydrostatique, parce que c'est-à-dire c'est la compression ou bien de l'eau. C'est ça l'hydrostatique. Donc les trois contraintes principales sont égales. Donc on a seulement les trois contraintes sigma 1, sigma 2, sigma 3, mais elles sont égales parce que c'est la même pression dans tous les côtés. La pression d'eau, elle est égale, donc elle est identifiée, donc elle est identique. Donc on aura, il n'y a pas de cisaillement. Donc la contrainte de l'eau, c'est-à-dire le cisaillement de l'eau est nul. Donc on aura sigma égale, c'est ça l'écriture tensorielle de cet état de contrainte, et avec sigma égale à moins P, si P est la pression hydrostatique. Donc directement, le sigma, c'est quoi? C'est le moins P. Donc il représente un état de tension. Et donc la tension, c'est une traction si le sigma est positif, et c'est une compression si elle est négative. Sur toute facette s'exerce donc une contrainte. Ça, donc c'est une petite schématisation de cet état de contrainte. C'est l'état de contrainte qui existe dans les fluides à l'équilibre, d'où la terminologie hydrostatique. Donc
C'est pour cette raison qu'on l'a appelé hydrostatique. Donc l'état de contrainte de révolution. Donc si on a un cylindre avec un axe d'équilibre comme cela. Donc celui-là c'est un axe, c'est pour cette raison c'est de révolution. Donc il y a, c'est-à-dire c'est l'axe qui peut tourner autour de lui, c'est ce cylindre. Donc c'est l'équilibre dans cet axe. Donc le point d'équilibre est sur cet axe. Donc deux contraintes principales coïncident. Donc les directions principales sont la direction x1, vous remarquez ça, selon l'axe x. Donc on parle de x1, x2, x3 ou bien x, y, z, c'est la même chose. Donc x1, x2, x3. Donc la direction principale c'est dans la direction de x1, donc c'est le sigma 1. Mais les deux autres sont identiques. Le sigma 2 et sigma 3 c'est la même parce que c'est des contraintes latérales. Donc on aura le sigma 1, sigma 2, sigma 3 avec sigma 2 égale à sigma 3. Donc on aura, si on applique ce qu'on avait écrit précédemment, donc le sigma c'est quoi? C'est la contrainte déviatorique plus la contrainte sphérique. Donc on aura avec sigma égale à sigma 1 plus, c'est la moyenne. Donc c'est la trace, la moyenne de la trace de sigma, la moyenne de la trace de sigma, donc c'est sigma 1 plus 2 fois sigma 2 sur 3. Et le S, c'est quoi? C'est 2 fois sigma 1 moins sigma 2. Ça, c'est l'écriture de S. Donc, en appliquant les formules que je vous ai montrées précédemment. Donc, vous pouvez refaire ça pour avoir ces résultats. Donc, on aura ces états de contrainte qui se réalisent dans le sol en profondeur. Donc, c'est le sol. Un échantillon de sol en profondeur. On a c'est-à-dire une application d'une contrainte qui est perpendiculaires à l'échantillon ou bien au sol et des contraintes latérales qui sont les mêmes ou bien qui sont identiques. L'état de contrainte ou bien de traction-compression, c'est l'état le plus simple. Donc on aura quoi? On a seulement une contrainte dans une seule direction. Par exemple, supposons que cette direction c'est x1. Donc on aura seulement les sigma ici. Les autres contraintes sont toutes nulles. Donc c'est le cas d'hypothèse des barres en traction sigma égale à F sur S, donc la force appliquée sur la surface. Donc c'est un cas particulier du précédent, avec sigma 2 égale à 0, c'est-à-dire pas de contrainte latérale. Le cas de cisaillement, donc c'est notre contrainte de cisaillement, on a seulement un cisaillement, donc on aura les contraintes normales sont nulles, donc on aura seulement le taux. Le taux, vous remarquez ça, c'est le sigma 1, 2. Et ici, c'est le sigma 2, 1. Donc, ils sont identiques et on peut les appeler taux. C'est un cisaillement, donc c'est la même chose. Vous pouvez écrire ici sigma 1, 2, sigma 2, 1. Ou bien sigma 1, 2, sigma 1, 2. C'est la même chose. Ils sont identiques. Donc, c'est le cisaillement. C'est un état de contrainte purement déviatoire. Donc, la partie sphérique, elle est nulle, vous remarquez. Donc, les directions principales sont en axe x3. Donc, sigma 3 égale à 0. Et les bisectrices des axes x1, x2. Donc, on aura, vous remarquez ici, donc on a le x1, x2 et la contrainte de cisaillement qui est perpendiculaire à l'axe, troisième axe. L'état de plan, de contrainte plutôt, donc l'application des contraintes, elle est sur un plan. Par exemple, supposons que le plan qu'on a, c'est celui-là, sigma 1, 2, donc c'est le plan, donc c'est-à-dire qui est limité entre les deux axes 1 et 2. Donc c'est ça notre plan, le plan de x1, x2. Vous aurez quoi? Vous aurez des contraintes normales et des contraintes tangentielles. Donc les contraintes normales, sigma 1, 1, 2, 2, et les contraintes tangentielles, c'est sigma 1, 2 et 2, 1 ou bien 1, 2 parce qu'elles sont identiques. Ou bien on peut écrire ici sigma 3, 3. On pourra avoir une autre, c'est-à-dire on a un état plan de contrainte et on a une autre contrainte qui est perpendiculaire à ce plan, sigma 3, 3. Donc les directions principales sont la direction x3 et deux directions perpendiculaires du plan x1, x2. Donc on pourra avoir cet état ou bien selon ce qu'on a comme chargement. Ça diffère. Donc maintenant je passe aux essais mécaniques et lois de comportement. Donc il y a des essais, c'est-à-dire qu'on pourra les faire, qu'on pourra les entamer pour savoir le comportement de n'importe quel type de matériau. Ici vous remarquez c'est-à-dire on ne se base pas sur les sols. Le premier chapitre, donc c'est une étude générale, donc la rhéologie des géomatériaux en général. C'est quoi géomatériaux? Donc la partie géo, c'est-à-dire il a donc il
des tissus, ou bien il a un aspect géologique. C'est pour cette raison qu'on appelle géomatériaux, des types de matériaux. Donc, les principaux essais uniaxiaux, donc on a l'essai de traction et compression. Donc, vous connaissez tous ce type de... Donc, on peut l'appliquer sur n'importe quel type de matériau. Par exemple, sur une pièce métallique, sur du béton, sur le sol. Donc, on a le même essai. Donc, le principe de l'essai, c'est le même. Donc, on a un autre type uniaxiaux. Pour cette raison, pourquoi on les appelle des essais uniaxiaux. Donc, ils sont dans une seule direction, donc un seul axe. Donc l'axe X ou bien Y ou bien Z. Donc on a toujours l'application de la force ou bien l'effort, elle est selon un seul axe. On a l'essai de torsion aussi. Et on a l'essai de flexion. Donc la flexion. Donc toujours on a un axe, donc on se repère à un axe. Et vous remarquez dans les figures qu'on a le comportement, comment ça se comporte, comment ça, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on a comme résultat après l'application de cet effort, donc qu'est-ce qu'on aura. Donc ça, vous allez mieux comprendre ces figures ou bien ces schémas avec l'avancement dans le cours. Donc vous aurez, c'est-à-dire il y a une augmentation delta L, c'est quoi? Delta L, c'est l'allongement, parce que c'est une traction, donc il y a un allongement de la pièce. Donc il y a un allongement. En augmentant la force, donc on aura l'augmentation de l'allongement. Donc lorsqu'on dit allongement, c'est-à-dire c'est une déformation longitudinale. Mais à une certaine force ou bien un effort, il n'y aura plus d'allongement, mais il y aura une diminution. Donc, ou bien, si j'arrête ici, vous remarquez qu'il peut revenir à son état initial. Mais au-delà à un certain effort, c'est-à-dire limite, donc il ne reviendra plus, donc il s'est déformé, c'est-à-dire il aura une déformation permanente. Donc il pourra, c'est-à-dire ce comportement n'est plus réversible, il ne reviendra plus à son état initial. Toutes ces étapes elles ont des appellations, donc c'est des comportements, donc c'est un comportement élastique, un comportement plastique ou bien visqueux, tout ça on va le voir avec, c'est-à-dire l'avancement de le cours. Donc la même chose pour tous les types d'essais. Donc il y a des essais monotones, donc c'est les plus classiques, sont ceux de traction, compression, torsion, bien déflexion. Donc la sollicitation est alors appliquée au matériau jusqu'à sa rupture. La traction, la torsion, c'est-à-dire ce qu'on est venu de voir, ou jusqu'à une déformation suffisamment grande, compression. Donc si on a une compression, il y a donc ça, il y a une densification. Par exemple pour le sol, si on comprime bien notre sol, donc il n'y aura plus de volume, donc il n'y aura plus de vide dans le sol. En fonction du mode d'application de la sollicitation, on peut réaliser principalement des essais d'effruissage, de fluage ou bien de relaxation. Et les combiner entre eux, par exemple les essais d'effruissage, relaxation. Tous ces termes, vous allez les voir, c'est-à-dire à la fin de ce cours ou bien dans le cours c'est-à-dire de plasticité et la viscosité. Donc on aura chaque essai, donc on lui donnera son temps et vous allez mieux le comprendre. C'est-à-dire le premier cours, c'est juste des définitions pour vous familiariser avec les termes. Vous remarquez ici, par exemple, pour l'essai d'écruissage en traction. Donc c'est une traction, c'est un essai de traction, mais vous remarquez le mot écruissage parce qu'il y a un mélange de comportements. Donc il n'y a pas seulement un comportement élastique, parce que lorsqu'on applique une traction, donc il y a un allongement, si je cesse d'appliquer cette force, donc il pourra revenir dans cette phase d'élasticité. Si je cesse ici d'appliquer cette force, c'est-à-dire il pourra revenir à son état initial. Donc il a un comportement élastique. Comme un élastique, si je tire et je laisse, il va revenir à son état initial. Mais au-delà d'une certaine force ou bien un certain effort, lorsque je dis effort, donc je dis contrainte, parce que la surface, elle est la même, mais c'est la force ou bien la contrainte, donc elle est plus grande. Donc on aura quoi? Il va rentrer dans une autre phase ou bien il aura un autre comportement c'est-à-dire qu'il est appelé plastique, le comportement plastique. Donc il est toujours, donc il se déforme toujours avec l'augmentation de l'effort ou bien de la contrainte. Mais
à un certain temps, on pourra avoir la rupture. Donc il devient fragile. Donc il ne peut plus supporter cette force. Donc il y a un point de rupture. Donc il y a l'état de plasticité ou bien le comportement d'élasticité, comportement élastique. La deuxième phase, c'est la phase de plasticité. Il se défend toujours sous l'effet de cet effort qui s'évolue avec le temps, mais au-delà de ça, c'est-à-dire à un certain point, donc on aura la rupture, donc il se casse. Donc il se casse si je parle d'une pièce métallique ou n'importe, même pour le sol, donc chaque matériau a un certain point, un seuil, de supporter la contrainte. On passe maintenant aux essais cycliques. Donc les essais cycliques ou alternés, donc ces essais caractérisés par une suite de sollicitations alternées. Les plus courants sont ceux de traction-compression, mais on utilise également des essais de flexion ou bien de torsion alternée. L'objectif de ces essais est d'obtenir, je pense que ce type d'essais, on les a fait en dynamique de sol l'année passée. Donc c'est ça les essais cycliques. L'objectif de ces essais est d'obtenir la loi de comportement cyclique, parce qu'il y a une loi de comportement, c'est-à-dire simple, mais il y a une loi de comportement cyclique du matériau parce qu'on aura des propriétés dynamiques, donc qui caractérisent son évolution au fur et à mesure des cycles de sollicitation. Donc les essais de traction-compression peuvent être réalisés à déformation ou bien à contrainte imposée. Donc vous allez voir c'est quoi à déformation, à contrainte imposée, parce qu'on peut appliquer un effort, une contrainte, c'est-à-dire voir l'évolution ou bien l'évolution de sa déformation, et on peut faire le contraire, on peut la déformer et voir la contrainte, c'est-à-dire l'effet de la déformation sur la contrainte. Donc on va voir ça dans les chapitres, ou bien dans les paragraphes suivants. On a l'essai dureté et résilience. La dureté, c'est l'essai de dureté est largement utilisé sur les métaux en général. Donc, il caractérise la résistance qu'oppose le matériau à la pénétration d'un autre corps plus dur que lui. Donc, on lui fait pénétrer un autre matériau, un métal plus dur que lui, et on va voir est-ce qu'il résiste ou non. Donc, ainsi, pour des conditions expérimentales données, la dureté du métal sera d'autant plus grande que la pénétration du corps sera faible. Donc, si le corps, c'est-à-dire l'autre corps, ne peut pas pénétrer dans ce matériau, donc il est dur. L'essai de résilience sur éprouvette entaillée a pour but de caractériser le risque de rupture fragile du matériau. Donc c'est pour voir sa fragilité. Donc on appelle résilience. Résilience, c'est l'énergie de rupture amenée ou non à la section sous-entaille de l'éprouvette. Donc ça, c'est des essais. Il y a des essais qu'on peut appliquer sur les sols et il y a qui ne sont pas, ils sont seulement applicables sur les métaux. Donc, le comportement rhéologique des géomatériaux, on commence par les comportements simples. Pour un corps simple, la rhéologie distingue trois types de comportements rhéologiques, c'est-à-dire les manières dont les déformations correspondent aux contraintes qui lui sont appliquées. Par exemple, si on parle d'élasticité linéaire, vous remarquez ce comportement élastique linéaire, c'est le plus simple. Vous remarquez qu'il y a une ligne droite qui lie entre le sigma et le epsilon. Donc, il y a une équation d'une droite. C'est sigma égale à E fois epsilon. Le E, c'est quoi? C'est la pente de cette droite. Donc, il y a, c'est pour cette raison qu'on est appelé linéaire. Donc, élastique. Pourquoi élastique? Parce que si on cesse d'appliquer cette force, il va revenir à son état initial. Et ça, c'est-à-dire, elle est symbolisée par cette flèche. Donc, il est réversible. Donc, il va revenir à son état initial. Donc, c'est un comportement élastique linéaire. Il y a un comportement rigide parfaitement plastique. Donc, il est rigide parfaitement plastique. Pourquoi on a dit parfaitement plastique? Parce qu'en réalité, on ne pourra pas avoir cette courbe dans la réalité, mais c'est-à-dire elle est mieux présentée pour pouvoir appliquer les équations, c'est-à-dire pour mieux comprendre le comportement. Mais en réalité, il n'est pas parfaitement plastique. Il n'y a pas de matériau qui est parfaitement plastique. Il y a toujours un mélange ou bien une combinaison entre 2 à 3 comportements dans un matériau. On n'aura jamais, même dans l'élasticité. C'est le seul qui est élastique, c'est l'élastique ou bien le ressort.
mais il n'y a pas de comportement purement élastique ni purement plastique. Donc vous remarquez dans le rigide parfaitement plastique, pourquoi il est rigide? Parce qu'il n'y a pas une déformation au-delà de la contrainte seuil. Parce qu'au-delà de cette contrainte, vous remarquez qu'il y a une déformation, la contrainte elle est stable et la déformation continue. Donc il y a une déformation continue. Mais en réalité, on pourra avoir plus. Donc le sigma, ensuite on aura donc une courbure. Ensuite il y a une diminution. Donc c'est une rupture. Donc ça c'est l'état, ou bien la phase élastique, ou bien où il y a la droite ici. Et au-delà de sigma S qui est la contrainte seuil, la limite, donc on rentre dans la phase plastique. Mais tout ça, on va le voir en détail. Il y a le comportement fluide visqueux, donc c'est-à-dire c'est la viscosité. Quand est-ce qu'on parle de viscosité? Lorsque la déformation elle est liée au temps. Donc lorsque le temps entre dans les conditions de comportement, donc on aura ce qu'on appelle un comportement visqueux, la viscosité, mais vous allez mieux, c'est ça, c'est-à-dire c'est ça la courbe, mais elle est idéalisée. Toutes ces courbes qu'on vient de voir sont des courbes idéalisées, donc en réalité on ne peut pas avoir de courbes comme celle-ci, mais juste pour mieux, c'est-à-dire simulariser la réalité. Donc ça c'est le comportement fluide visqueux. Donc il y a un comportement, c'est-à-dire linéaire, courbe, c'est-à-dire non linéaire, mais il y a une réversibilité qui diminue et on aura, c'est-à-dire jusqu'à, c'est-à-dire ça diminue. Même vous remarquez que la déformation va diminuer. On passe au comportement réel, l'allure qualitative de la réponse des matériaux aux essais caractéristiques, par exemple les cruissages, fluillages, relaxation, permet de les classer à l'aide des qualificatifs rigides, élastiques, visqueux, plastiques et parfaitement plastiques. Donc ces essais, c'est-à-dire peuvent nous donner, c'est-à-dire presque le comportement réel des matériaux. Donc c'est-à-dire si on applique ces essais, on pourra voir, c'est-à-dire savoir la rigidité du matériau, son élasticité, donc s'il est visqueux plastique ou bien s'il est parfaitement plastique. Donc à chaque schématique correspond une théorie mathématique applicable. Donc, quel comportement réel dans l'essai d'écruissage? C'est-à-dire on va commencer par l'essai d'écruissage en traction ou bien en compression simple. La vitesse de déformation est constante dans l'écruissage. Il y a une vitesse de déformation. Vous remarquez ici, vitesse de déformation. Donc, elle est liée au temps. C'est ça. Donc, lorsque je dis vitesse de déformation, donc c'est la dérivée de la déformation par rapport au temps. C'est ça la vitesse. Lorsque je dis une vitesse, c'est quoi? C'est le U sur T, le déplacement sur T. Mais maintenant, je ne parle pas de déplacement, je parle de déformation. Je parle de vitesse de déformation. Donc, lorsque je dis vitesse de déformation, donc c'est la déformation, la dérivée, le dy sur le dt. C'est ça. Est constante. Donc, elle est constante. Dans l'écruissage, c'est l'essai le plus couramment utilisé. Donc, on aura quoi? On aura le epsilon avec le temps. Vous remarquez. Il y a une liaison entre la déformation et le temps. Et on aura la courbe de sigma epsilon. C'est la courbe de, c'est-à-dire contrainte déformation. Donc, vous remarquez qu'il y a, c'est-à-dire, il intervient le temps ici, mais on a, c'est-à-dire, un comportement élastique au début, mais ensuite, on n'aura plus ce comportement. C'est presque, donc, il y a presque une déformation qui est presque la même. Et ensuite, il y a la rupture. Ça, c'est l'essai d'écruissage. L'essai de fluillage, c'est en traction ou compression simple. On étudie le comportement d'éprouvé lorsque la contrainte appliquée est maintenue constante. Donc, c'est l'inverse. Donc ici, non, c'est plutôt, c'est un autre type d'essai, je m'excuse. Donc, on va appliquer une contrainte constante et on va voir l'évolution de la déformation. Donc, vous remarquez, la contrainte, elle est constante avec le temps. Et on va appliquer et voir l'effet de son effet sur epsilon. Donc ça, c'est l'essai de fluillage. Et enfin, l'essai de relaxation, c'est l'inverse du fluillage. Qu'est-ce qu'on a? On va appliquer une déformation. Donc, on étudie l'évolution de contrainte en imposant une déformation constante. Donc, vous remarquez qu'il y a une contrainte, c'est-à-dire
le epsilon 0, parce que c'est-à-dire c'est l'initiale, elle reste toujours epsilon 0. Et on va voir le sigma, qu'est-ce que ça va devenir avec le temps. Le sigma, il y a une diminution de la contrainte avec le temps. Ensuite, on va voir, c'est-à-dire dans le cas de ces essais, donc je vous ai dit, c'est juste des définitions, mais lors de l'étude des autres comportements, donc on va commencer par le comportement élastique le plus simple, et ensuite le plastique et viscoélastique. Donc, dans chaque comportement, on va prendre ces essais et on va les approfondir dans leur étude. Donc, les essais de rupture sont en fait les essais précédents, poussés jusqu'à la ruine totale de l'éprouvette. Donc, jusqu'à avoir augmenté, c'est-à-dire les contraintes, jusqu'à le seuil et ensuite, c'est-à-dire jusqu'à avoir la ruine, jusqu'à ce que notre pièce se casse ou bien notre sol se déforme. Donc, il y aura une ruine ou bien une rupture au-delà d'un effort, d'un tel, c'est-à-dire d'un effort bien précis. Donc, en fait, du fait que la loi de comportement d'un matériau ne peut se borner à une simple relation entre une seule contrainte, une seule déformation et le temps, il devient de plus en plus nécessaire de réaliser des essais multidimensionnels ou bien multi-actions. Donc, c'est pour cette raison, on peut combiner entre plusieurs essais pour avoir le comportement réel de notre matériau. Considérons un état de contrainte de cisaillement simple appliqué à un matériau cubique. C'est ça, donc un cisaillement. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va voir la théorie unidimensionnelle des modèles analogiques. Donc, si on considère un état de contrainte de cisaillement simple appliqué à un matériau cubique, on aura cette déformation. Puisque c'est un cisaillement, donc on aura une déformation transversale. Cisaillement, c'est une contrainte transversale. Donc, on aura sigma N2. Elle est latérale à cette pièce cubique ou bien matériau cubique. Donc, on aura cette déformation qui est due à la contrainte transversale. Donc, le matériau obéit à la loi de isotropique. Donc, sigma ij égale delta epsilon k fois delta ij plus 2 mu epsilon ij. C'est quoi delta je vais vous donner en général. Donc, c'est quoi sigma ij? Donc, je vous ai dit sigma. Lorsque je fais, c'est-à-dire on écrit par signe, ça c'est l'écriture incrémentale symbolique. Donc, pour chaque composante. Pour la contrainte ij, sigma ij égale à quoi? Donc, par exemple, la contrainte N2. Supposons que le I c'est 1 et le J c'est 2. Égale à quoi? Lambda fois epsilon k, k. Epsilon c'est la somme des diagonales. Donc, fois delta ij c'est les composantes identiques d'une matrice identique. Plus le 2 fois mu epsilon ij. 2 fois mu c'est quoi? Mu c'est le coefficient de Lamé fois epsilon ij fois epsilon la composante, c'est-à-dire 1, par exemple si je veux calculer le sigma 1,2, donc je vais utiliser le sigma 1,2 et ici je vais utiliser le delta 1,2. Donc pour chaque composante on aura, c'est cette formule qu'on utilise pour calculer sa contrainte. Donc en général on aura sigma 1,2 égale à quoi? Égale à G fois gamma 1,2. Ça, cette écriture pour le cas qu'on vient de voir, ce cas. Donc on a le sigma 1,2. Parce que sigma c'est quoi? C'est une contrainte. Et le delta c'est quoi? Je vous ai dit, je peux écrire delta pour le transversal ou bien le epsilon 1,2. C'est la même chose. Mais pour mieux, c'est-à-dire pour différencier entre les deux, donc la déformation longitudinale, elle est symbolisée par le epsilon et la déformation transversale, elle est symbolisée par le gamma. C'est la même chose. Donc, il y a une liaison. Si on applique la loi de Hooke, le G égale à E fois I sigma plutôt égale à E fois epsilon. Mais puisqu'on est dans, c'est une déformation transversale et le sigma c'est une contrainte transversale. Donc, le E c'est quoi? C'est pas le E, c'est le G. C'est le module de déformation transversale. Donc, on aura epsilon N2 égale sigma N2 égale à G fois gamma fois N2. G fois gamma N2. Donc, dans la représentation graphique, et celle-là. Donc, on aura quoi? On aura
Ça, c'est le matériau cubique. C'est un cube. Donc, on aura les forces, les contraintes sont latérales. Elles ne sont pas perpendiculaires aux facettes, mais elles sont latérales aux facettes de ce cube. Donc, c'est des contraintes transversales. Donc, on a eu une déformation transversale gamma N2. Donc, il y a une liaison comme si on a une équation de droite. Donc, le G, c'est quoi? C'est la pente. Donc, c'est la pente. La pente de cette droite, c'est le G. C'est ça, c'est-à-dire la représentation graphique. Donc, elle est linéaire. C'est-à-dire c'est un comportement élastique linéaire. Donc, cette expression est similaire à celle-là. Le F égale à K fois delta. C'est bon. Donc, le F égale à K fois delta, c'est cette écriture. Donc, si vous vous rappelez, on l'a fait dans l'analyse matricielle. Donc, c'est-à-dire c'est l'analogie d'un ressort. Si on applique une force F sur un ressort, le ressort, il a un coefficient K de rigidité. Donc, on a une déformation ou bien un allongement delta. Donc, la liaison entre le delta et le F, c'est quoi? C'est le K. Donc, on a F égale à K fois delta. La force égale à la rigidité fois le déplacement. C'est ça. Donc, c'est une analogie. C'est pour cette raison qu'on peut dire que le comportement est élastique. D'où l'adoption du ressort linéaire comme modèle analogique du comportement élastique simple. C'est ça. Donc, c'est-à-dire, pourquoi c'est-à-dire on vous montre ça pour c'est-à-dire que vous puissiez comprendre comment faire une analogie ou bien comment on peut faire la simulation de ce qui est réel à quelque chose qui est théorique. Donc, de la réalité, on a pu faire simuler ce comportement à un comportement d'un ressort. Donc, je pense que je vais m'arrêter ici pour ne pas être plus longue pour cette première partie. Et vous aurez la deuxième partie avec une petite application et la solution dans la deuxième partie du cours. Portez-vous bien.